Confluent, avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Egault. Bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue à ce nouvel épisode de Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Nous rencontrons cette semaine Virginia Pessemapeo-Bordelot, artiste visuelle, autrice, poète, une femme lumineuse et engagée. Tout à fait, Catherine, née dans le petit village de Rapide-des-Cèdres en Abitibi-Témiscamingue, d'un père québécois métissé et d'une mère crie, Virginia Pessemapeo-Bordelot amorce très jeune son parcours d'artiste, d'abord par la peinture. Elle a exposé au Canada comme dans le reste du monde, France, Mexique, Danemark. Au début des années 2000, elle ajoute à l'art visuel celui de l'écriture, roman et poésie. On lui doit notamment Ours bleu aux éditions de La Pleine Lune, puis L'Amant du lac aux éditions Mémoire d'Encrier. Mentionnons également la parution récente de La Bienveillance des ours aux éditions du Quartz. Son premier recueil de poésie, de rouge et de blanc, a reçu la mention Télé-Québec du prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue. En 2020, le Conseil des arts et des lettres du Québec lui a décerné un prix reconnaissant l'ensemble de sa contribution à la culture. Lumière, sensualité, littérature autochtone, métissage, tels sont quelques-uns des thèmes qu'elle aborde aujourd'hui au micro de Catherine Egault. Je suis le choc de deux cultures, la blanche de béton et de fer, la rouge de plumes, de fourrure et de cuir tanné à l'odeur âcre du bois qui fume. Je suis d'une race dépossédée et d'une race à la recherche d'un pays. Je suis d'un homme coureur des bois que les Indiens nommaient Abitibi, à la parole haute et claire. Je suis d'une femme que l'on appela sauvagesse, à unique langage, et au silence lourd face à son identité perdue. Bonjour Virginia Pessemapeo-Bordelot. Bonjour Catherine. On vient de vous entendre lire un extrait d'un poème dans votre recueil qui s'intitule « De rouge et de blanc ». Mais vous avez en fait commencé votre carrière d'artiste par la peinture. Comment êtes-vous arrivé à la peinture? J'étais très jeune quand j'ai commencé à m'intéresser à la peinture. En fait, c'est venu de mon père. Et lui, il avait déjà un talent en dessin. Et je sais qu'à l'école, par exemple, j'aimais beaucoup les cours en art plastique. Donc, on faisait des dessins, de la peinture. Et déjà à cette époque-là, vers 11 ans, je voulais être peintre. On me demandait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande. J'ai dit, je vais être peintre. Et donc, j'ai commencé comme ça à faire des aquarelles. Et puis, par l'entremise de mon père, justement, un jour, qui m'a apporté une tablette d'aquarelle, des pinceaux, et puis un cahier de dessin et de peinture. Donc, et là, je me suis mis à faire les paysages qu'il y avait autour de la maison. Mmh. Et c'était bien, c'était vraiment bien. Pour l'époque. Oui, j'étais contente, pas seulement moi. Il y avait mon père qui aimait ça, ma mère trouvait ça beau. Et puis, il y avait aussi le directeur de l'école là, qui trouvait que j'avais de très belles aquarelles. Puis donc, il s'était offert de m'en acheter à un moment donné. Mmh. Alors, c'est tout ça, c'est tous ces adultes autour de moi qui manifestaient leur admiration, si vous voulez, de mon travail, qui a fait en sorte que j'ai persisté dans l'idée de devenir un peintre. Mais ça a été tard dans ma vie avant que je commence vraiment. J'avais 30 ans lorsque j'ai commencé à faire vraiment de la peinture pour montrer, là, je veux dire, pour exposer, puis vendre, dans le fond, pour commencer à en vivre. Alors,
Et évidemment, à la radio, on ne peut pas voir vos toiles, mais est-ce que vous pourriez nous les décrire? C'est une question difficile, mais est-ce que vous pourriez nous dire ce qui ressort de vos toiles? Au début, j'étais inspirée par Gauguin, parce que lui, il peignait des femmes autochtones. C'était haïtienne, mais c'est quand même des femmes autochtones. Et j'ai trouvé ça très beau, sa façon très colorée, fauve, de peindre. Et donc, j'ai commencé à faire des toiles à partir de ma famille, donc surtout les femmes de ma famille. J'ai peint pendant quand même plusieurs années. Et par la suite, c'est très coloré. Évidemment, ça vous donne une idée quand je parle de Gauguin. Oui. Et par la suite, je me suis mis à 89, ma mère est décédée et c'était mon personnage favori comme modèle. Et donc, lorsqu'elle est partie, j'ai été un peu déboussolée. Et par ailleurs, je m'intéressais aussi aux animaux totémiques, ce qu'on appelle les totems. Et donc, je me suis mis à changer de sujet, dans le fond. J'ai peint des animaux aussi pendant plusieurs années par la suite, toujours dans cet esprit très coloré. Et tranquillement, le figuratif s'est effacé pour faire place à une forme d'abstraction onirique. Et donc, beaucoup de couleurs toujours, mais beaucoup de mouvements dans le travail, dans le geste. C'est très gestuel comme peinture. Actuellement, je suis en réflexion. Je sais ce que je veux faire comme nouvelle peinture. J'ai travaillé sur les femmes disparues assassinées. Et ça va être là-dessus que va porter toute ma nouvelle production des prochaines années, peut-être des prochains 10 ans, je ne sais pas. Mais vous venez d'évoquer l'écriture. Vous êtes venu à l'écriture après la peinture. Vous avez écrit plusieurs livres de poésie, aussi plusieurs romans. Est-ce que l'écriture vous permet d'exprimer des choses différentes ou est-ce qu'elle vous permet de vous adresser à des auditoires différents par rapport à la peinture? Pour moi, émotivement, oui, c'est différent. L'écriture, c'est un domaine qui est très difficile. Pour moi, c'est difficile, c'est douloureux. Ah oui. Alors que la peinture, c'est solaire, c'est quelque chose qui me rend joyeuse. Même après avoir commencé le début d'une première œuvre pour la série des femmes autochtones disparues et assassinées en art visuel, c'est très calme, ma façon d'aborder le sujet. C'est par des broderies sur tissu. Et je me sens sereine là-dedans. Alors que lorsque je me mets à écrire, ça fait appel à des structures en moi qui sont un peu fragiles, vous voyez. Puis c'est comme je vous dis, c'est douloureux pour moi, l'écriture. Autant la poésie que les romans. C'est douloureux à cause des thèmes ou c'est douloureux à cause du processus lui-même? Les deux, à cause des thèmes, mais aussi à cause du processus, parce que ça fait appel à des parties en moi qui sont blessées. Et comme une amie me disait, tous les personnages de tes romans sont des parties de toi. Oui. Et donc, c'est ce que j'ai réalisé, là, que je dois accepter de passer à travers des remous lorsque j'écris. Je sais que c'est une traversée difficile, et puis qu'une fois la traversée terminée, ça va se calmer. Mais en même temps, c'est un geste de guérison, l'écriture. Beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui passent dedans, qui sont des blessures que l'on met sur notre table, sur ma propre table, passer puis la regarder, les voir et les accepter. Ensuite, les laisser aller, les laisser partir dans l'univers. Parmi les livres que vous avez écrits qui vous ont été inspirés par un événement très douloureux, il y a L'Enfant d'hiver que vous avez écrit après avoir perdu votre fils. Vous venez aussi d'évoquer le parcours poétique que vous avez organisé à Val-d'Or en hommage à Cindy Ruperthouse, qui est une femme autochtone disparue depuis 2014. Le parcours poétique avait lieu en 2019. Et pourtant, vous avez aussi parlé de lumière et toutes les femmes qui vous ont rencontrées sont frappées par ça, par votre sérénité, par votre lumière. Vous dites que l'écriture est une manière de guérir aussi, mais comment vous faites pour rester sereine et lumineuse dans un monde qui est si dur et face à des épreuves individuelles et collectives si difficiles? En fait, je travaille sur moi depuis
depuis des années, des dizaines d'années. Je fais du travail non seulement psychologique, mais spirituel. Beaucoup de méditation et de recherche finalement et de pardon aussi. Donc, pardonner les gens qui m'ont fait du mal, qui m'ont blessé, leur pardonner, mais aussi me pardonner à moi des gestes que j'aurais pu poser contre d'autres. Et faire ce nettoyage-là régulièrement. Donc, toujours d'être dans cette position de me remettre en question, de me demander qu'est-ce qu'il y a à nettoyer, sur quoi ça va pas, parce qu'il m'arrive évidemment d'être fâchée contre quelqu'un ou de dire des choses pas gentilles, mais par la suite, évidemment, je dois réfléchir à quoi qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça te touche à ce point pour que tu ripostes de cette manière-là. Donc, quelle est la blessure en toi qui n'est pas tout à fait guérie ou qui t'a retravaillé dessus? Alors, moi, j'étais tellement malheureuse à une époque de ma vie que j'ai décidé de passer par là. J'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Et donc, j'ai commencé par une thérapie avec une psychologue. Et par la suite, j'ai suivi comment on appelle ça, les instructions de chaman, de travailleurs spirituels autochtones et semi-autochtones. Et j'ai fait ça pendant des années. De telle sorte que moi-même, je suis devenue un peu aussi dans l'esprit des guérisseurs là, spirituels. Parce qu'à force d'apprendre, on finit par savoir quoi faire. Et donc, vous accompagnez des gens? Pas vraiment, dans le sens que j'accompagne des gens sur le plan artistique. Oui, ça m'arrive aussi d'accompagner des gens, mais c'est pas quelque chose que je recherche. C'est des choses qui arrivent et que là, je sens que oui, je dois aider cette personne. Alors, je n'ai pas ouvert une boutique ou une guérite. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. J'en suis pas là encore. Peut-être un jour quand j'aurai 80 ans, mais là, pour l'instant, je suis encore dans la créativité. Mais la création aussi aide à la guérison parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment tellement leur toile de moi ou leur œuvre. Ils me disent, ça me fait du bien de l'avoir, de regarder tes toiles ou de vivre avec ta toile, ça fait du bien. Donc, il y a quelque chose, une énergie qui passe sur l'art, dans l'art. Et vos livres aussi, L'Enfant d'hiver, c'est absolument bouleversant. Là. C'est un livre qui s'oublie pas facilement, qui s'oublie pas en fait. Et puis L'Amant du lac, qui est votre autre livre roman très connu, lui est vraiment dans la sensualité. On vient de parler de spiritualité. Vous me voyez venir. Vous êtes réputée être la première autrice autochtone francophone à avoir écrit un roman érotique. L'érotique dans L'Amant du lac, c'est évidemment la rencontre des corps entre Gabriel et son amante. D'ailleurs, Gabriel est inspiré de votre père. Mais l'érotisme va au-delà de ça. Hein. Tout est sensuel dans le livre, c'est-à-dire le monde naturel, le vent, la nature, les lacs. Est-ce que vous trouvez qu'on vit une époque trop cérébrale? Parce que quand on lit L'Amant du lac, on est bouleversé par tous ces appels à nos sens qu'on devrait voir partout et au travers desquels on passe peut-être des fois un petit peu froidement. Personnellement, moi, la sensualité de la terre, ça a toujours fait partie de moi. J'ai toujours vécu très proche de la terre-mère, qu'on appelle la terre-mère, et plus particulièrement depuis que je fais le travail spirituel traditionnel autochtone, donc depuis une quarantaine d'années. Et la sensualité fait partie de l'humain. Nous ne serions pas là s'il n'y avait pas la sensualité. Non. Il n'y aurait pas... Mais elle se poursuit tout au long de la vie. C'est ça qui ressort de votre livre. C'est que même le vent sur la peau, c'est une expérience sensuelle formidable. Absolument, absolument. C'est sûr que lorsqu'on accepte notre corps tel qu'il est, puis
et apprendre à l'aimer. Alors, tout est sensuel, c'est sûr. Et nous sommes incarnés. Donc, si on accepte le principe de l'âme, elle s'est incarnée pour connaître la vie terrestre. Donc, ça fait aussi partie. La sensualité et l'amour, le sexe font partie de l'incarnation. Ma mère, c'était une autochtone authentique, là, dans le sens qu'elle ne parlait que ses langues maternelles. Elle parlait le Cri et l'Anishinaabe, donc le Iyu et l'Anishinaabe. Mon père, évidemment, aussi parlait l'Anishinaabe. Et cette langue-là, elle est aussi très sensuelle, elle est très imagée, d'abord, elle est très poétique. C'est des langues très poétiques. Et je pense que le langage nous forme aussi, forme notre esprit, forme notre façon de voir le monde, d'appréhender le monde. Donc, il y a quelque chose de ça de ma culture, dans le fait d'accepter finalement la sensualité qu'on faisait en partie de l'humain et de moi. Qui est un rapport au monde qu'on a aussi beaucoup perdu avec la pandémie. Parce qu'on s'est beaucoup moins vu, on a beaucoup moins bougé. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu ça, les rencontres par Zoom plutôt qu'en personne? J'ai trouvé ça très difficile le premier été, l'été 2020. Mm-hmm. Essentiellement parce que je ne pouvais pas voir ma petite fille, avec qui j'avais une très belle relation, non seulement de grand-mère, mais aussi d'artiste, parce qu'elle peint et dessine très bien. Mm. Et donc, il y avait ce manque. Et ma fille aussi. La famille demeure quand même un lien privilégié pour moi. Et puis, c'est comme ça aussi chez les Autochtones. La famille, c'est très important. Et donc, d'être privée de mes filles, j'ai trouvé ça très difficile. Puis, heureusement qu'il y avait des voisines ici, des jeunes filles qui venaient parfois me voir ici. Une cavalière, par exemple, il y avait une des deux c'était une cavalière. Je trouvais ça magnifique de les voir passer. Là, et pour me consoler, elle venait ici avec le cheval pour venir me voir parce qu'elle savait que j'étais triste de ne pas voir mes filles. Donc, j'ai trouvé ça très difficile. On n'est pas fait pour vivre seul, on n'est pas fait pour vivre loin des autres. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de pouvoir prendre quelqu'un dans ses bras, quelqu'un qu'on aime, là. De pouvoir les prendre dans nos bras. Votre premier roman, Ours bleu, alors je vais revenir un petit peu à l'écriture, avait été refusé par plusieurs éditeurs. Il a finalement été publié par La Pleine Lune en 2007. À l'époque, est-ce que vous avez dit dans une entrevue, bon maintenant les gens qui ont refusé doivent un peu s'en mordre les doigts de ne pas avoir vu arriver la vague autochtone, si je peux dire, en littérature. Est-ce que c'est parce que les éditeurs étaient frileux ou ils ne comprenaient pas, ils étaient méfiants? Je pense qu'ils étaient frileux, oui. Ils ne voyaient pas l'intérêt de publier des Autochtones. Probablement aussi par méconnaissance. Mm-hmm. Peut-être aussi ils craignaient que ça ne fonctionne pas, que les gens ne sont pas intéressés. Ils avaient peut-être raison à l'époque, là, parce qu'il n'y avait pas toutes ces histoires qui sont arrivées depuis quelques années au sujet des femmes, au sujet des pensionnats. Donc, il y avait certainement moins d'intérêt envers les Autochtones et donc leur écriture. Ce qui est un petit peu paradoxal parce qu'en peinture, c'était le succès. Ah oui, ça a commencé avant en peinture. Hein. Ah ben oui, les gens étaient vraiment friands de peinture autochtone. Moi, j'ai vraiment eu des succès avec la peinture depuis le début, depuis que j'ai commencé à exposer en 1980. Au niveau de l'écriture, ça n'a pas été la même chose. C'est-à-dire, au Québec, il n'y avait pas beaucoup d'écrivains autochtones, alors que dans l'Ouest canadien, ils étaient déjà reconnus comme étant des écrivains, des bons écrivains, là, des écrivains canadiens, entre guillemets, mais autochtones. Mm-hmm. Au Québec, ça a pris du temps avant que s'aperçoive qu'on avait du talent, dans le fond. Mm-hmm. C'est ça.
Les choses ont changé vite parce que, notamment Mémoire d'Encrier, publie beaucoup d'auteurs et d'autrices autochtones. Il y a eu le Salon du livre des Premières Nations qui a été mis sur pied en 2011. D'ailleurs, il va avoir lieu très prochainement, en novembre. La littérature des Premières Nations est vraiment en pleine ébullition là, depuis une quinzaine d'années peut-être. Est-ce qu'on attend des auteurs autochtones qui écrivent des livres autochtones, c'est-à-dire dont les thèmes sont autochtones ou qui se passent dans des milieux ou dans des contextes autochtones, ou est-ce qu'ils commencent à pouvoir écrire ce qu'ils veulent et qui ne soient pas nécessairement en lien avec leur identité autochtone? En fait, ici au Québec, c'est un peu comme ça. Les lecteurs, je crois, s'attendent à ce qu'on parle de nous, qu'on les instruise dans le fond, qui on est. Un petit peu moins peut-être même, mais même les écrivains de l'Ouest continuent à aborder leur culture dans leurs livres. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que mes romans, dans le fond, sont tous très... j'aborde beaucoup ma culture, mais par ailleurs, je parle de thèmes universels. Par exemple, le deuil, je parle de sexualité, tout ça. Puis j'ai senti qu'il y avait moins d'intérêt pour mon travail que pour les autres auteurs, autrices. À quoi vous attribuez ça au thème que vous abordez? Est-ce qu'il ne serait pas assez autochtone dans l'esprit des lecteurs? Je crois, oui. Comme parler sexualité, j'ai eu la surprise. La surprise un jour d'un ami, un très grand ami, un très bon ami, qui s'est insurgé contre une nouvelle que j'avais écrite. Je pense que c'est dans le premier Amun. Je crois que c'est dans Amun, le livre qui a été piloté par Michel Jean. Je parle d'un chaman Lakota. Et c'est une expérience que j'ai vécue qui m'a fait la cour, dans le fond. Donc, le personnage de la femme se fait approcher par le chaman après une séance de spirituelle, tu vois. Et donc, je raconte, j'écris ça tout bonnement. Et là, je me suis fait embarrer par mon copain qui me dit « Écoute, c'est un saint homme, tu peux pas demander à un saint homme de poser des gestes comme ça. » Je dis « Ben voyons, je dis, c'est un homme. C'est pas des saints, les chamans, ce sont des hommes mariés qui ont des enfants. » Et donc, j'étais vraiment surprise. Puis, ça n'a pas été le seul à réagir comme ça. Donc, ne pas nous accorder le droit à la sensualité, là, comme si nous devions être purs. Et je pose la question, je dis, comment veux-tu qu'on se soit multiplié si il n'avait pas fallu qu'on fasse l'amour, là, tu sais? J'étais vraiment surprise, là. C'était la perception qu'on a des Autochtones, une perception qu'il avait des Autochtones, qu'on était des êtres éthérés, puis purs, et tout ça. Mais voyons donc, ça ressemble vraiment à du racisme inversé, ça, tu sais. On projette beaucoup de choses, peut-être encore, sur les Autochtones. C'est-à-dire le discours auquel ils ont droit est encore finalement assez balisé. Exactement. Alors que vous êtes... avis, oui. Vous êtes une métisse pur sang, j'allais dire. Vous revendiquez beaucoup votre métissage, parce que vous êtes né d'un père québécois métissé, mi-bordelot, mi-amérindien, et d'une mère crie. Et vous disiez, vous concluiez dans une entrevue que vous avez accordée à Marie-Christine Blais de la Presse en 2013. Bref, je suis une Québécoise type. Bon, la formule est évidemment très frappante. C'est un discours qu'on entend peu. On dirait qu'on a un petit peu de mal à penser le métissage. On dirait qu'il faut encore choisir un peu son camp. Est-ce que vous pensez qu'on serait prêt maintenant à penser vraiment la diversité des origines, des racines, des influences? Je ne comprends pas pourquoi on rejette une partie de ce qu'on est, là. Moi, c'est certain. Il est certain, d'une part, que je suis considérée comme Iyou, parce que ma mère, elle était de Waswanipi, donc moi, je suis aussi de Waswanipi, dans le sens que ma communauté est là-bas. Et donc, parfois, je vais dire plus facilement, je suis Iyou, pour dire de qui es-tu, parce que j'ai dit métisse, c'est pas tout à fait vrai non plus. Donc, puis en même temps, mais je suis, comme je disais souvent, je suis quand même 5/8e autochtone. Et donc, plus autochtone qu'allochtone, mais en même temps, je veux dire, moi, je suis très fière de mon père, là, je veux dire, de ce qu'il m'a apporté comme richesse. Et je ne comprends pas pourquoi
des Québécois, par exemple, on dit qu'ils sont des Autochtones alors qu'ils ne sont pas du tout, mais pas du tout, qu'ils n'ont pas même d'ancêtres, des ancêtres peut-être du tout début, là. Mm-hmm. D'accord, on peut dire que oui, j'ai un 20e de sang autochtone, j'en suis fière, mais de dire qu'on est totalement... Non, je ne sais pas, je ne comprends pas je comprends pas le manque de fierté de ce que tu es, là, de ce qu'on est, dans le fond. Il y a quelque chose de malsain là-dedans, je trouve. Le Québec, pour moi, personnellement, là, c'est pas vraiment je peux pas le considérer comme mon pays ou mon territoire parce que nous, les Cris, nous sommes d'est à l'ouest. Oui. Notre territoire s'étend de la baie James jusqu'à l'ouest du côté des Rocheuses, à côté des Rocheuses. Mm-hmm. Donc, c'est toute la famille Cris qui est là. Alors, quand on me dit, moi, ton territoire, c'est le Québec, c'est pas tout à fait vrai, là. Mm. Mais ce que je dis, par contre, c'est que j'accepte d'être métissée par mon père. Même si lui était métis, c'est-à-dire dans le sens que j'ai quand même du sang autochtone. Bon. Et je l'accepte. Mm-hmm. Je peux pas me considérer comme, même si je dis que je suis, quand j'ai dit une Québécoise, une vraie Québécoise, type, dans un sens... c'est dans un sens rigolo, là, tu sais, un peu, je me moque un peu parce en voulant dire que moi, je suis d'ici, là. Virginia PCMAPO Bordelot, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Merci, Catherine. Merci. Au revoir. Catherine Egault recevait aujourd'hui Virginia PCMAPO Bordelot, peintre, romancière et poète d'ascendance métisse et cri. Un immense merci à Virginia PCMAPO Bordelot d'avoir accepté l'invitation de Confluent. Merci aussi à Daniel Fortin à la régie. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Pour réécouter cette entrevue ou la faire connaître à votre entourage, rendez-vous au www.missioncheznous.com. Ici Mathieu Lavigne. Ici Catherine Egault. Comme chaque semaine, merci d'être nombreux et nombreuses à l'écoute de Confluent. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée. Bonne semaine.